Week-end qui se profile devant nous et on avait un peu de soucis toujours quand même quand il fait si beau, même froid, que vous ayez en cette période de Noël plutôt envie d'aller au cinéma que faire des complettes. Et là, c'est bien, c'est toujours des bonnes nouvelles. On va enchaîner beaucoup, comme vous le savez. Quels sont ceux qui viennent à tout? Quels sont ceux qui viennent à tout aujourd'hui? Un peu plus, enfin, il faut toujours qu'on sache, pour ne pas qu'on se répète trop, mais le programme donc, a été composé en grande partie avec beaucoup de frustration pour un homme qui a fait 40 films. On n'en a choisi que quelques-uns par Bertrand. Dernier que je vais dans 5 minutes. Mais donc, comme vous le savez, c'est un week-end de rencontre avec un homme qu'il est aussi important de rencontrer presque que de voir ses films, tellement il a des choses à dire, tellement il les dit de manière toujours extraordinaire, tellement j'allais presque dire il réinvente, non, mais en tout cas il raconte d'une façon à la fois personnelle et à la fois très collective l'histoire du cinéma français, à travers laquelle lui s'incarne très fort et qu'on voulait aussi à travers lui saluer avec ce week-end. On va les appeler, à chaque film il y aura des petites présentations et puis surtout on se revoit après chaque film. Ceux qui restent là tout le temps, vous mettez vos affaires à votre siège, comme ça vous pourrez rentrer et sortir, mais on fait une sorte d'apnée dans l'œuvre d'Henri Verneuil avec non pas clou du spectacle, mais avec ce soir, évidemment, le fait de voir le Clan des Siciliens sur un grand écran de cinéma, qui est une chose qui est devenue très rare. Alors je me tais tout de suite pour vous demander d'abord d'accueillir Bertrand Tavernier. Je vais laisser présenter Henri Verneuil, et puis alors Bertrand est là au cœur de sa logique de metteur en scène et de cinéphile, puisque en fait c'est un week-end qui commence maintenant par l'hommage à Henri Verneuil et qui se terminera, comme vous le savez, par l'avant-première de son dernier film, Laissez passer, qui en plus est un film qui parle du cinéma, et puis Henri qui sera là tout le week-end, du coup sera là aussi dimanche soir pour un film, etc. Enfin tout ça c'est pas mal. Bon, Bertrand. Bonsoir, bonjour. C'est vrai que la carrière d'Henri Verneuil se confond avec l'histoire du cinéma français, en tous les cas du cinéma français à partir de la fin des années 40, début des années 50, jusqu'aux années les plus récentes. Et que j'avais envie de lui rendre hommage. J'avais envie qu'un jour, à l'Institut Lumière, on rende hommage à quelqu'un, et je voudrais citer quelques souvenirs qu'ont laissé ces films. À quelqu'un qui fait un premier film avec Fernandel, donc au départ, ça a l'air d'être un des Fernandel comme on en voit des tas, sauf que c'est La table au crevé, que c'est une adaptation de Marcel Aimé, et sauf que lors de la première scène, Fernandel arrive chez lui, rentre chez lui, trouve sa femme pendue et dit simplement « je ne pensais pas que le clou était assez fort pour la soutenir ». Et que là on se dit qu'on est dans un film inhabituel, que là la personne qui a réussi cette scène déjà nous entraîne ailleurs que dans on est assez loin d'Ignace, des rois du sport, de Barnabé, et qu'on est plus près de certaines scènes assez dures, assez noires de Pagnol que de Fernandel habituel. D'ailleurs Fernandel avec qui il fera plusieurs films dont certains sont réellement marrants, en plus vraiment marrants. Mais aussi Verneuil, c'est pour moi la personne qui a fait un des plus beaux films populistes, populaires des années 50, Des gens sans importance, un film pour lequel j'ai énormément d'admiration et surtout d'amitié. C'est un film qui d'une certaine manière nous a amené à ramener un Gabin très proche des héros qu'il jouait avant la guerre, et dans un film extraordinairement touchant, très bien écrit, et c'est un film qui tient incroyablement le coup. Verneuil, c'est aussi quelqu'un dont on a l'impression que sa carrière est truffée en effet de succès commerciaux, mais ces succès commerciaux, ce sont des adaptations d'Antoine Blondin, Un singe en hiver, et Blondin n'a pas été quand même beaucoup adapté au cinéma. Ce sont des adaptations de Robert Merle, ce sont des films comme Le corps de mon ennemi, où il y a je me souviendrai en exergue, ou peut-être pas en exergue, je la vois en exergue, mais c'est peut-être à la fin du film, une citation de William Blake,
je ne connais pas beaucoup de films, qui est des citations de William Blake pour annoncer le film, et un film d'ailleurs étrangement noir et assez fort, et peut-être un des dialogues les plus méconnus d'Audiard. C'est quelqu'un qui réussit un film qui est un de mes films favoris, de ce qu'il a fait, qui est Maxime, qui est avec un très très beau dialogue d'Henri Janson, et un film, une comédie un peu douce amère, genre qui a un peu disparu dans le cinéma, et qui est un film extrêmement personnel, qui est un peu... on pourrait dire que ça se rapproche de certaines comédies américaines s'il n'y avait pas ce côté d'enracinement complètement français. C'est aussi quelqu'un qui a réalisé des policiers qui ont cartonné et des policiers qui tiennent le coup. Moi, chaque fois que je revois Le Clan des Siciliens à télé, c'est un énorme plaisir. Et je trouve que c'est un film aussi qui témoigne de l'astuce, de la malignité qui est chez Verneuil, et dont vous profiterez à chaque moment, parce qu'arriver à faire un film et à tenir sur un plateau Gabin, Ventura, Delon, avec ce que ça peut supposer de lutte d'ego. Alors pour tout ça, pour cet amour du cinéma qui fait que je pense que ça a été un des premiers metteurs en scène à vouloir tourner en son stéréo, que ça a été quelqu'un qui a souvent eu des prises de position esthétiques et qui a dû se bagarrer sans doute pour imposer ce qu'il voulait à travers certains films, et qui en a fait, je pense, un grand nombre. Moi, je garde aussi un faible pour Le Fruit défendu, qui était où Françoise Arnoul et Fernandel étaient d'ailleurs tout à fait excellents. Alors pour tout cela, pour toute cette carrière, pour ce plaisir de conteur, pour toutes les joies de Cinoche aussi qui nous a amenés. Je voudrais terminer par citer un des films les moins cités de Verneuil, et qui est un de ceux que je me rappelais que je découvrais avec beaucoup de plaisir au Cinévogue Saint-Lazare, avec les copains du Nickel. Et c'était un film d'ailleurs qu'on avait passé au Nickel Odéon, parce que c'est un film qu'on aimait beaucoup, Yves Martin et moi, c'était Les Amants du Tage, qui est là. Ben pour tout ça, voilà, je voulais qu'un jour que Henri Verneuil vienne dans cette maison qui est celle du cinéma, qu'on lui rende hommage, et je vous demande de l'accueillir. Voici Henri Verneuil. C'est un vieux truc. C'est un vieux truc de Cabot de descendre très lentement les marches, parce que pendant qu'on descend lentement, vous applaudissez. Non, c'est pas vrai. C'était pas le moment de me foutre par terre, parce que là j'aurais fait une entrée vraiment remarquée. En tout cas, je m'aperçois que j'ai bien fait de venir. Entendre ce qu'a dit mon ami Bertrand, ça fait du bien au bout d'une longévité, car je pense que c'est quand même une petite fête sur la longévité. Et cette longévité, je lui reconnais définitivement que 3 choses. La première, c'est que j'aurais été un metteur en scène qui n'est pas mort jeune. La deuxième, c'est que cette longévité m'aura permis de faire quelques 20 courts-métrages et une quarantaine de longs-métrages. Et puis la troisième, c'est qu'enfin, en définitive, tout ça s'est pas trop mal passé. Voilà. Période. Merci. Et maintenant, je suppose que vous voudrez bien que je vous dise quand même 1 ou 2 mots sur le film. film. Alors, justement, je voulais le lancer parce que j'ai oublié, j'avais préparé quelque chose, j'ai oublié dans les films aussi d'Henri, et dans ce qu'on lui doit, une idée, et je veux dire absolument formidable, c'est d'avoir pour la confession d'enfant de cœur, avoir eu l'idée magnifique de faire un carnet Maigret par Michel Simon. Et ça qu'on regrette qu'il n'y ait pas eu un long métrage qui suive.
ça, et on a presque envie de vous le reprocher, de Oui. n'avoir pas poussé cette idée plus loin, tellement on se dit que ça faisait un Maigret complètement étonnant. Et donc, pour venir à ce film-là, que je voulais absolument qu'on monte, parce que ce film, je le trouve très incroyable, et on a l'impression que c'est un film qui pourrait être maintenant patronné par Attaque. C'est un film qui, brusquement, dans le cinéma français, et ce qui est curieux, c'est qu'à la sortie, je n'ai pas l'impression qu'on l'ait beaucoup dit, c'est un film qui a un ton de dénonciation critique, qui parle de certaines choses qui sont maintenant devenues la page 1 des journaux, le rôle des multinationales, la façon dont les multinationales détruisent une partie du commerce et une partie de la vie dans le monde. Le film est incroyablement précurseur. Et d'une certaine manière, le scandale qui est sorti dans l'Express, je crois, il y a 2-3 ans, sur IBM, ce film est absolument... Je ne sais pas combien d'années avant. C'est IBM. Oui, c'est l'histoire d'IBM était déjà dans un film. C'est-à-dire que quand l'Express faisait un certain nombre de pages en disant incroyable, fait exceptionnel, IBM et les nazis, tout ça et tout, finalement, on s'apercevait que des années avant, un film avait traité ça, et l'avait traité de manière très très forte. Et bon, alors je voudrais savoir d'où c'est venu ce film. Ah, je vais vous raconter ça le plus courtement possible. 20 minutes à peu près. Tout ça, il me connaît depuis que nous avons déjeuné ensemble. On a failli C'est arriver en vrai. retard. Mais je peux aussi parler en Non, style non, non, télégraphique. non, non, allez, Moi, aller dehors, vu le film, voilà, bonne soirée. Non, voilà. J'étais entre deux films. Je venais de faire le e-comicar avec Yves Montand. J'étais entre deux films. Et mon entre-deux films, ça se passe pour rattraper le retard. C'est-à-dire tout ce que je n'ai pas lu pendant que je préparais mon dernier film, pendant que je le tournais, je profite de l'entre-deux films pour lire quelque chose qui n'a aucun rapport avec le cinéma, uniquement pour mon plaisir. Et ce jour de plaisir, c'est une tournée dans les librairies. Et je me souviens très bien, cet après-midi-là, il était vers 1h30, 2h, je suis rentré dans la librairie Julliard à Boulevard Saint-Germain, qui s'étend en longueur comme ça. Vous allez voir comprendre pourquoi je vous décris la salle. Avec des séparations, histoire, roman, économie. Vous voyez, c'est divisé par... Alors, je traverse la librairie. Évidemment, à grande vitesse, j'abandonne l'économie, parce que je n'y comprends rien et que ça ne m'intéresse pas. Et à peine ai-je quitté l'espace économie, que je reviens sur mes pas, il y a quelque chose qui m'a retenu, un livre blanc, le premier titre en gros et en bleu, c'est 1000 milliards, et en rouge, 2 dollars. Le haut du dollar étant constitué par une pièce de 1 dollar en argent. Et la première chose qui me vient à l'idée, c'est que quel que soit le lieu, le thème, l'endroit où il y a 1000 milliards de dollars, il y a une emmerde. C'est sûr. Dramaturgiquement, il doit se passer quelque chose. Ils vont au moins s'entretuer, et c'est toujours le cinéaste qui s'intéresse, donc je ne suis pas du tout quelqu'un qui va défendre une idéologie, pas du tout. J'ai qu'une idéologie, qu'une chose que j'aime, le cinéma. Je suis un dingue du cinéma, j'en ai un autre à côté qui me bat de loin. Et je regarde ce titre qui me fascine. 1000 milliards de dollars. Nom de Dieu, combien il y a de cadavres derrière ça? Et je commence à feuilleter. Des courbes. Je comprends rien du tout de produits PBI demain, rien. Je comprends rien. Je relis encore une fois une page, rien.
je laisse tomber et je vais dans la section à côté. Je regarde les livres dans la section à côté et je suis toujours fasciné par l'autre 1000 milliards de dollars. Alors lentement, je reviens, je reprends ce livre. Je regarde l'auteur, Robert Lattès. Il y a bien Lattès qui est éditeur, mais ça ne peut pas être lui. Robert Lattès, 1000 milliards de dollars. Et 1000 milliards de dollars, ça me... Et je dis, c'est pas possible. Là, il faut que je comprenne. À un moment donné, quelqu'un me tape sur l'épaule et me dit, monsieur, on va fermer. Il était 1h moins le quart quand je suis arrivé dans la librairie et on ferme vers 19h. J'avais passé mon temps à relire et à relire pour essayer de comprendre et j'ai quitté la librairie en ayant à peu près dévoilé ceci: 7 sociétés au monde qui n'ont plus de nationalité à ce niveau-là font à la fin de l'année 1000 milliards de dollars. Deuxième renseignement, il y a quelques années, il fallait 30 sociétés pour faire ces 1000 milliards de dollars. Et puis voilà que 7. Et puis que peut-être dans 3 ans, dans 5 ans, il n'y en aura plus que 2. Et pourquoi pas une. Et là, ça commence à m'intéresser. Quelqu'un qui, à lui seul, fait 1000 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, ne me parlez pas de drapeau, ça n'a aucun sens. C'est une puissance qui est plus forte que l'État dans lequel il est. Et là, je me mets à la recherche de ce monsieur Robert Lattès. Et je tombe sur quelqu'un que j'avais rencontré à La Baule pendant les vacances avec mes enfants et qui m'avait dit quelques bonnes de joyeuseté sur les films qu'il avait vus, etc. Je le vois et je commence à travailler dessus sans savoir où je vais aller. Et je m'aperçois que pour vous expliquer, alors que vous n'êtes pas intéressé à ce moment-là par la multinationale, ce que j'appelle la multinationale, ce sont les 7, qui à eux seuls peuvent complètement acheter un pays. Je me dis, mais à travers quelle histoire, car le conteur reste toujours là, à travers quelle histoire je vais raconter ça? Sinon je deviens dogmatique, je deviens quelqu'un qui fait un cours sur la multinationale. Et là je découvre une autre histoire vraie, qui n'a aucun rapport avec la multinationale, mais qui peut s'embringuer dedans. Et pendant 1 an, je travaille sur cette machine qui peut arriver dans un pays, qui peut dire à ce pays combien avez-vous de café, de plantations de café. On lui dit tant, il dit j'achète tout et il supprime les concurrents. Il peut arriver quelque part, voir quelque chose qui marche très fort, le réduire à 0, l'acheter et être le... C'est inouï, il n'y a pas de limite. Et c'est toujours le film qui m'intéresse, car plus tard, quelqu'un m'a appelé, quelqu'un qui lui est politiquement très marqué, puisqu'il était communiste, et un des grands des communistes, il m'a dit, ça fait des années qu'on essaye d'expliquer cette histoire des multinationales, parce que mes salles étaient bourrées dehors, c'est-à-dire que ça marchait très bien le film. Comment vous avez fait pour vous arriver à ce résultat? Je dis parce que je ne suis pas communiste. Non pas que c'est péjoratif ce que je dis, mais je ne suis pas militant. J'ai pris cette histoire parce que ça m'a touché, parce qu'il fallait raconter cette histoire. Je suis un raconteur d'histoire. Vous allez voir tout à l'heure. Et là, il m'est arrivé quelque chose encore d'extraordinaire. J'ai pu rejoindre, d'abord j'ai pris un exemple, évidemment. L'exemple c'est ITT. C'est la plus grosse société multinationale américaine, qui a collaboré avec les Allemands, qui s'est fait payer, enfin c'est inouï. Vous allez voir, au bout je ne vais pas vous raconter le film. Et j'arrive à mettre la main sur le secrétaire particulier de M. Guinen, président de ITT.
je me dis, ça, il va pas parler. Ah non, non, il parle, c'est fou, ce qui parle facilement. Il m'a tout raconté. Mais tout. Il n'était plus secrétaire. Il avait quitté. Il m'a tout raconté. Et j'ai vu ce personnage, le patron, j'ai vu ce personnage, c'était un robot. Il ne voyait plus que le prix de l'action aujourd'hui, par rapport à hier. Et il m'a raconté comment les réunions se faisaient, comment on pouvait se faire mettre à la porte. C'est fou, il m'a tous les détails. Il m'a dit, lundi soir, il avait d'abord un Boeing spécialement aménagé pour lui, salon, salle à manger, etc., salle de conférence. Lundi, il était à Strasbourg. Mardi, il était à Petrograd. Jeudi, alors, comme personne ne peut se faire face à tant de fuseaux et horaires différents, il avait mis l'heure à New York. C'est-à-dire que partout où il arrivait, tout le monde avait deux montres. Il y en avait une qui était la montre hors locale, et l'autre qui était à l'heure de New York. Il arrivait, on commandait un steak tartare, alors qu'on avait envie de boire un café au lait avec un croissant. Cet homme qui a été un... Je ne peux pas le nommer, vous allez le nommer vous-même quand vous verrez. Et il m'a raconté une scène, que vous allez voir dans le film, où à un moment donné, à la fin de l'année, on a fait le bilan de la société, qui est bénéficiaire, évidemment, qui lève son verre de champagne, et il dit, monsieur, je lève mon verre à notre société, à vous, etc. Et par testament, j'ai demandé que l'on grave sur ma tombe, en lettres d'or, le prix de l'action le jour de ma mort. J'ai dit, il faut l'enfermer, c'est pas possible. Et je veux que chacun, une fois par an, vienne devant ma tombe me dire où en est l'action. Et là, j'avais compris, je tenais mon personnage principal. C'est-à-dire que ça existe. Et je voulais donner, c'est un film pas facile à faire, parce que j'avais toujours peur de tomber dans le didactique, je crois que je m'en suis bien sorti, parce que les deux histoires que je vous raconte, d'abord la multinationale, mais aussi une histoire vraie à côté, qui va traverser la multinationale. Voilà, je vous souhaite bonne projection. Et on se retrouve après. Comment? On revient après la projection. Voilà, si jamais il y avait quelque chose, je vous dis, même pas si il y avait quelque chose que vous n'avez pas compris, vous comprendrez tout. C'est le défaut de la maison. Rien, toujours, tout est clair. Vous aimez ou vous n'aimez pas, mais c'est clair. Et on parlera des acteurs après. Ah, on parlera des acteurs. Devers, ah oui, oui. Patrick Devers, l'inoubliable, mais si fragile. Mel Ferrer, évidemment, qui joue l'américain. Donc vous m'aviez dit que vous ne l'aimiez pas beaucoup, Mel Ferrer. Oui, mais tout à l'heure. Vous savez qu'avec lui, je ne tourne plus avec personne parce que je lui fais des confidences. Et puis tout d'un coup, devant 500 personnes, il dit, vous n'aimiez pas. Très bien, écoutez, essayez de... Bonne soirée, bonne projection. Et puis je suis tout de suite après, je suis avec vous. Vous pouvez me demander, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Merci. Autant un petit peu de parler de ce film. On fera 5 minutes de pause et puis après, on passe à ce film dont j'ai parfois l'impression que Bertrand a organisé le week-end uniquement pour le montrer, qui est Des gens sans importance, dont on parlera tout à l'heure. Et parlons de celui-là d'abord. Mais la copie était très très belle. Hein. Vous savez, quand on dit d'un film la copie était très belle, le metteur en scène peut commencer à s'inquiéter. Il y en a qui vous disent qu'il y avait une très belle musique. Oui. Et d'ailleurs pas mal la musique, c'est Philippe Chard, non? Je t'en remercie, oui.
Ça commence mal. Ça commence très mal. Hein. Non. Parlons, venez Oui. entre nous, là, quand vous... Alors, vous asseoir ou pas déjà? Oui. Vous voulez vous asseoir? Non, non, pas du tout. Parlez-nous un peu d'abord du travail avec les comédiens, là, donc justement du choix de Patrick Devers, du travail avec Patrick Devers, avec cette distribution qui est d'ailleurs assez formidable dans le film, parce qu'il y a il y a beaucoup d'acteurs, de Jean Mercure à Charles Denner, en passant par Michel Auclair, une distribution tout à fait formidable. Mais il y a un peu Patrick Devers qui est un comédien, c'est un peu une autre génération, c'est quelqu'un qui absolument, qui ne fait pas partie du groupe de Gabin, Delon, Ventura, non. Et j'ai eu beaucoup de bonheur avec lui. Malheureusement, c'était quelqu'un de très fragile sur le plan de sa personne, très fragile. C'est comme ça d'ailleurs qu'il m'a vu avec moi le film. Il préparait, il allait commencer à tourner le film sur Cerdan. Il a été tourné après par le fils de Cerdan. Il m'a quitté, on s'est quitté, il avait l'air d'être très très bien, et 1 heure après, j'apprends qu'il s'était donné la mort. Et j'ai le souvenir d'un très très grand acteur, capable de faire beaucoup plus que tout ce qu'il a fait jusque-là, où nous l'avons... Et il était très très fin, et c'était un bonheur de le mettre en scène, car il vous donnait les couleurs que vous vouliez avec un mot, et il avait tout compris. Voilà. Oui, parce que dans un rôle de jeune premier, d'enquêteur, qui peut... je trouve qu'il amène un nombre de nuances, de fragilité, d'émotions. Je trouve que notamment à la fin, dans la chambre, je le trouve extraordinairement touchant. Absolument. Très, très touchant. Oui. Et extrêmement sympathique, en plus. Il amène un rapport, parce que c'est à la fois un héros, mais dont on sent qu'il n'est pas... qu'il est vulnérable, qu'il est blessé, et qu'il amène beaucoup de choses qui sont vraiment modernes dans une façon. Où la vérité va être en définitive, va éclater uniquement par l'intermédiaire des petits. Oui. Parce que c'est ce petit journal de cette petite province oui. qui va tout éclater. Et la dernière réplique du film, je vais rejoindre les humains, c'est le mot que m'a dit l'assistant de Guinan, que je vous disais tout à l'heure au début, avant de commencer, que j'avais pu rencontrer l'assistant du grand patron. Vous vous souvenez de la scène quand il lève son verre et que il est plus un humain, l'homme qui... Et c'est lui qui m'a dit, Monsieur Verneuil, quand j'ai quitté la société, je veux dire la multinationale, j'ai senti que je partais vers les humains. Et c'est la dernière réplique du film. Quand ce film est sorti, on ne parlait pas de multi, enfin en tout cas, sauf un certain cercle. Mais même le mot mondialisation, est-ce que même il existait publiquement? Oui, j'étais complètement stupéfait, moi, d'entendre le mot mondialisation dans un film, alors que ce concept n'était absolument pas prononcé. Il y a plusieurs choses. Je revois récemment certains de vos films, je constate que dans Le Président, dont on avait dit à un certain moment des trucs aberrants le moment de la sortie, c'est un film, je trouve, étrangement fort, et dont on parle constamment de l'Europe. Dans Le Président. Oui, déjà, oui. Alors qu'on est en 60 et que tout le film est l'histoire d'un homme qui essaye de faire l'Europe, alors que ce n'était pas quelque chose... L'Europe du travail et non pas l'Europe du capital. Oui, ça c'est aussi quelque chose qui est très fort qu'on découvre dans le film, là, qui est vraiment, oui, c'est vrai, la lutte, il dit, je suis pour l'Europe du travail et pas pour l'Europe du capital et pas pour l'Europe des boursicoteurs. Voilà. Et là, dans ce film, on prononce justement les mots de mondialisation et qui est présenté comme quelque chose d'extraordinairement dangereux, alors que c'était quelque chose qui n'apparaissait pas dans les journaux et que vous avez été rejoint et qu'à l'époque on ne l'avait pas remarqué, ça. Vous étiez visionnaire. Oui. Non, ce qui était... j'ai pas pu tout dire parce que je tombais très très vite dans le didactique, c'est-à-dire l'anti-cinéma. Vous expliquez ce que c'est qu'une multinationale, en principe au départ,
c'est anti-cinéma, puisqu'il faut expliquer aux gens. Dès que vous commencez à expliquer, vous êtes vu. Or, je suis arrivé, j'espère, à m'en sortir en imbriquant deux histoires. La première, celle de l'homme politique qu'on a tué, et la multinationale qui en est le responsable. Alors les deux, bon, mais j'aurais voulu encore vous expliquer plus encore ce que c'était que la multinationale. Vous pouvez vous reporter au livre 1000 milliards de dollars que j'ai découvert dans la librairie. On a le vertige. On a le vertige comme quand on voit comment la multinationale arrive dans un pays, comment elle commence à acheter toutes les sociétés qui sont un petit peu faiblardes. Il les achète, licencie, on dirait que c'est aujourd'hui, licencie ce qui est de trop, puisqu'il a maintenant toutes les sociétés à servir. Et puis il faut 7 personnes pour faire 1000 milliards de dollars, et un jour, avec une personne, vous pourrez faire 1000 milliards de dollars. Et alors là, ce jour-là, SOS, c'est le moment de partir. Oui. Alors, pour continuer dans le cinéma, il y a dans les autres comédiens. Alors, pourquoi alors, vous m'aviez dit, Mel Ferrer était un acteur difficile à diriger. Pourquoi l'aviez-vous choisi d'abord à ce moment-là? Mais d'abord, il fallait un Américain. Oui, bien sûr, qui parle français. Qui parle français. Il n'y en a pas tellement. Et il parle parfaitement français. Il parle parfaitement français. Et voilà, c'est pas lui qui a été le plus difficile à trouver. C'est les autres. Il y a quand même beaucoup d'acteurs qui ont des rôles très très difficiles à... Parce que Mel Ferrer avait la réputation, même à Hollywood, quand il était sur un film, généralement de vouloir supplanter le metteur en scène. Oui, mais ça, vous savez, les acteurs ont des âges. Quand il est en pleine, l'acteur, quand je ne sais pas à toi que je vais... c'est un rapport de force. Quand on me demande comment ça se passe entre acteur et metteur en scène, ne vous cassez pas la tête, c'est un rapport de force. Quand je suis arrivé la première fois pour mettre en scène M. Fernandel, la plus grande star de l'époque, De Funès n'était rien à côté, il n'a jamais été rien à côté de ce qu'était Fernandel. Un homme qui, avec un clin d'œil, fait rire 3 millions de gens. Qu'est-ce que vous voulez venir lui dire? Qui va l'épater? Ne fais pas ça, fais ça. Mais il peut vous envoyer promener. Et ça, je n'ai jamais voulu me mettre dans cette situation. Parce qu'alors après, il n'y a plus rien à faire. Le jour où il vous l'a dit, c'est terminé, c'est cassé. C'est un petit peu ce qui s'est passé au début des gens sans importance que vous allez voir, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Oui. Rapport de force. Je fais les 7 premiers films, j'ai beaucoup de chance, ça fait beaucoup d'argent. Mais croyez-moi, quand au 8e film, je suis arrivé sur le plateau, j'ai senti déjà le climat général qui était « oui, monsieur ». Tiens, je dis ça, je deviens « oui, monsieur ». Voilà, c'était un rapport de force. Et puis après, alors, on fait ça et on le fait comme ça, hein. Bon. Et oui, mais ça, il faut arriver à ça. Et avant d'y arriver... Et avec une comédienne comme Caroline Cellier. Très bien, très très bien. Oui. Très bien. Vous savez, quand ça va mal... moi, je suis arrivé dans le cinéma au moment où il y a eu une petite révolution sur le plan de la mise en scène. C'est que jusque-là, les stars qui avaient de grandes répliques aimaient bien qu'on leur donne un fauteuil, ils s'asseyaient dans le fauteuil, et alors, monsieur, merci, et jouer, et la mâchoire, et tout était en ordre. Et puis, voilà un metteur en scène, le jeune metteur en scène de l'époque, qui arrive, pour prendre l'exemple des débuts des gens sans importance, c'est un routier qui vient de faire Paris-Bordeaux par une nuit de Noël et qui rentre à 5 h du matin chez lui. Taudis,
les 3 enfants, petits-enfants sont en train de dormir, sa femme est en train de repasser. Il rentre et il a 3 pages de dialogue où il va se disputer avec sa femme. Le metteur en scène, moi, comment je vais faire bouger ces 2 personnages dont une repasse et l'autre arrive avec toute sa fatigue de la nuit. Idée géniale, enfin c'est une idée qui en valait une autre. Il va commencer par se faire un sandwich au sauciflard et vin rouge. Alors le saucisson est accroché là, le pain là, le couteau dans le tiroir ici, et sur ces 2 pages de dialogue, tout est au point millimétriquement pour que telle réplique arrive au moment où il coupe le pain, telle réplique au moment où il va couper les tranches de saucisson. Tout ça est mis au point. J'ai un décor en studio, c'est-à-dire que tout le tour du décor est démontable. Et il y a un travelling circulaire tout autour. Et Gabin arrive sur le plateau, Gabin qui s'attendait à venir s'asseoir sur une chaise et raconter ses devins, il vient sur le plateau, il regarde le travelling, les rails du travelling, et il dit, c'est pas un metteur en scène que j'ai, c'est un chef de gare. Ça vous déstabilisait, ça? Et il y a 80 techniciens sur le plateau, là, c'est celui qui va bouffer l'autre, là. Et je me dis, allez Henri, c'est le moment, il faut tenter le grand coup, là. Ça passe ou ça craque. Et je lui dis, monsieur Gabin, je comprends, vous êtes un de nos plus grands acteurs, vous pouvez mettre en scène, vous pouvez écrire, j'espère que vous ne serez pas le seul spectateur dans votre salle. Moi, je m'en vais, je vous laisse mon contrat, le film, vous le faites comme vous voulez. Et je prends mon manteau et lentement, je traverse le plateau en espérant que quelqu'un me retienne. Personne ne m'a retenu. Je suis arrivé à la porte du Biancourt que tu connais, sur la quai du Point du Jour. Toujours personne. Quand j'ai ouvert la porte qui donne sur le quai, Gabin était là. Alors il m'a pris par l'oreille, il m'a dit, alors, on ne peut plus se parler? Ah, je dis, si, parlez tant que vous voulez, mais quand vous faites du monologue... Et de là est partie une collaboration qui a fini par l'amitié, puisque nous avons fait 6 films ensemble après. Donc ce sont des rapports de force. Le metteur en scène... Mais même avec quelqu'un comme Michel Auclair ou Charles Denner... non, tant que... Là, je parlais des stars. Des stars, oui. Dès que nous le vaisseau, ça devient beaucoup plus Henri, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Comment tu veux que... Oui. Mais ça, c'est déjà l'échelon en dessous. Oui. Ils ne sont pas plus mauvais comédiens, mais c'est pas la star. Parce que vous preniez même des acteurs vous étiez allé chercher des acteurs de théâtre, ou des acteurs même qui étaient des films de gens de la Nouvelle Vague, comme Calfon, que oui. tout d'un coup que vous distribuez dans un rôle de tueur qu'il a rarement joué. Et je me rappelle dans les Comica, vous aviez Marcel Maréchal, la maman qui était... Oui, oui, ça c'est... Oui. Dans la scène d'interrogatoire, la scène des expériences... Oui, exactement, exactement. Sur la peur. Oui, c'est oui. vous qui faites votre distribution? Oui, alors évidemment pour les stars, à partir de 400 millions et 500 millions, il faut quand même demander l'avis du producteur. Oui. Mais là, c'était vous qui étiez producteur pour ce film? Oui, là, entièrement. Entièrement. Ça a bien marché, ça va, merci. V-Film, c'est vous. Oui, V-Film, c'est Verneuil, voilà. Et alors, vous aimez beaucoup travailler en studio, et à la fin, il y a même c'est un décor en perspective, le village et tout. Oui. Ça, que vous amusez à avec. Tu m'embêtes là, tu sais, si tu as vu que c'était en perspective, c'est... Oui, mais c'est très très joli. Ouais, mais c'est ça. Je trouve que c'est court. Où on voit un plaisir là, justement
justement à utiliser, des choses comme ça, à le voir sur différentes lumières du jour, à nous payer le luxe d'avoir des petites fenêtres allumées. On a tout un côté comme ça qui est formidable. On peut rien faire avec. Oui, mais moi ça me plaît beaucoup ce côté-là, parce que si on sent un soin formidable, ça devait être pas, ça devait être On a fait un film, quoi. Oui, ça fait un peu rêver cette église là qui sonne avec un carillon illuminé et tout un truc comme ça, avec en plus qui devait nécessiter, comme il y a en plus un zoom arrière, donc il fallait sans doute éclairer pour le point, des choses comme ça. Je trouve que c'est aussi un plaisir de filmer, mais vous préfériez le faire en studio plutôt qu'en décor naturel, ça, toute cette scène de fin. Je pars toujours de ce principe. On peut le tourner en studio, telle chose, on peut le tourner. Si ce sont les escaliers monumentaux du château de Versailles, il faut le tourner en vrai. Parce que pour reconstituer ça pour 3 minutes de film, c'est une fortune. Mais la chambre de l'hôtel, par exemple, où il écrit ses confessions, où il accuse, cette chambre, avec tous les mouvements d'appareil que j'ai autour, je l'ai fait construire en studio, parce que ça coûte presque rien en studio, et j'ai beaucoup plus de facilité à enlever les décors, les façades, et de travailler plus facilement que dans un petit studio vrai. Voilà. Alors, on pèse le pour, le contre, et on choisit le studio ou le décor réel, mais on fait ça tout le temps. Alors, Peut-être qu'il y a des... Et puis voilà, est-ce que vous avez déjà vous avez des que... questions à poser peut-être? Parce qu'on arrive, on vous parle et on ne vous laisse même pas parler. Oui, ceux qui, pas seulement sur le film d'ailleurs, hein, parce que c'est pour ça qu'on vous met comme ça l'ensemble de la film. Oui, monsieur. Bonsoir, monsieur Vernet. Monsieur. Oui, vous parlez justement du décor qui est très romantique. Là, Oui. j'ai pas mal vécu à la campagne, alors je me suis retrouvé chez moi, j'ai vu que c'était de la peinture. Oui. Mais je me suis aperçu. Je suis désolé. C'est très bien, c'est très poétique, c'est mignon comme ça. Alors, ce que je voulais vous demander, les beaux décors de GTI, là, tout ça, la grande salle et tout ça, vous avez fait ça en studio aussi? Oui, oui. La grande table ronde, tout d'un coup, j'ai été surpris de voir que la grande réunion européenne qui vient d'avoir lieu en Belgique, là, j'ai dit, tiens, ils ont repris mon décor. Oui. Et vous aviez une documentation pour ça? Vous aviez des photos? Ah oui, ça? oui. Bien sûr. Oui, mais ça, j'ai vécu avec le secrétaire de Guinan des jours et des jours et des jours, et je ne le quittais plus parce que j'étais fasciné. Cet homme qui a vécu tout le temps avec le patron de cette multinationale. J'ai vécu de longs jours, de longues heures, je ne le quittais plus. C'est lui qui m'a donné tous ces détails. Et j'ai lu beaucoup. Alors, il a paru beaucoup de choses sur la multinationale. Alors là, j'ai tout lu et j'ai commencé à comprendre comment on peut arriver à écraser et complètement détruire une entreprise. Et il ne nous reste que 2 choses, disait un entrepreneur, ou la faillite, ou se vendre à la société multinationale. Étrangement, Il se vendait. Oui, non, tout ça est très très prémonitoire. Et je dis, ce film, moi, Et ce qui m'a amusé, c'est que pendant le tournage, j'ai appris qu'il y avait des réunions qui se passaient dans les grandes boîtes, au niveau de la direction, pour savoir quelle allait être leur attitude au moment de la sortie du film. Et ils avaient décidé qu'ils ne feraient rien. Et ils avaient bien raison, car le film est sorti et ça n'a pas fait de révolution. Aujourd'hui, quelques 20 ans après, maintenant on sait, mais il ne s'est rien passé. Les gens sont venus voir un film policier. Oui, c'est ça. Et ils sont partis sans se dire, mais c'est à côté de chez moi, ça, c'est... Quand il n'y a pas Moulinex, quand il n'y a pas Danone, on ne s'en rend pas compte. Et alors, ce qui a été formidable, c'est que la critique, dans la page critique, était divisée en 2. Il y avait la moitié à gauche
le critique de cinéma, sur 2-3 colonnes. Il disait ce qu'il pensait du film. Et dans l'autre moitié, il y a le critique économique. J'ai eu droit à la critique économique. Moi qui avais horreur de l'économie, j'ai eu droit à ça. Ça a été en tout cas une très passionnante aventure. Et puis le film, quand je le vois avec le recul du temps, je vois tout ce qui n'a pas été dit. Et je sais aussi que si j'avais dit tout ça, je serais peut-être tombé dans le côté un peu plus ennuyeux dans le film. Moi, je trouve que le film, déjà, on dit déjà pas mal, et le dit de manière très, très vivante et très intéressante. Et moi, quand j'avais revu ce film, je me suis dit qu'il fallait absolument le présenter. Je trouvais que ce film a, d'une certaine manière, plus sur son côté social et politique et ce qu'il dit, est totalement méconnu. On n'en parle jamais, c'est pour ça que je disais que c'est un film qui pourrait être repris par Attaque, parce que c'est ce qu'il dit est maintenant devenu un truc de combat de manière extrêmement forte. Voilà, est-ce qu'il y a une dernière question? Oui, une dernière question, 2, 3. Monsieur Lavieri, très fort. La filmographie, Monsieur Vernet, s'est arrêté de tourner en 92. Est-ce que vous avez des projets? Je suis dans une période, monsieur, très curieuse, que j'appellerais une période d'autodestruction. C'est-à-dire, j'écris quelque chose, je vous dis tout de suite que je suis à l'aise, comme pendant un certain temps, tous les films que j'ai faits ont été très productifs, ça permet aussi, par la suite, de vivre tranquillement en disant je tourne, pas, ça m'est égal, je ne tournerai que quand j'aurai envie. Bon. Donc vous n'avez pas acheté une île comme ce producteur d'Albiac qui avait acheté pas quand même. Une île dans les Comores, ou je ne sais pas trop quoi, dans les Açores. Dans les Açores. Dans les Açores, oui, pas mal. Oui. Qui nous fournit des... Comment ils appellent ça dans la météo? Les trucs des Açores. L'anticyclone. Non, oui, des anticyclones. J'ai jamais compris qu'est-ce que c'était que ce... Alors donc, pour finir la réponse, j'écris. Ça m'a pas l'air mal. Je le relis, ah ben c'est bien. Ce serait un bon film. Puis je le laisse se reposer 2 semaines et je le reprends. Et là je déchire et ça part, ça s'en va. Voilà. Et ça fait 5 ou 6 ans que ça dure. Et là je commence à me dire, c'est peut-être le moment de devenir spectateur et de regarder, parce qu'en plus je vois des choses qui se passent très très bien. Le cinéma français fait des... Et nous avons eu un moment un peu de faiblesse, mais ça repart là. Et voilà. Alors, j'ai une chose que j'ai écrite, et ça fait 3 ans que chaque fois je ne le déchire pas. C'est peut-être dire quelque chose, mais je vous le dirai, Il y avait une autre question. Monsieur au milieu, puis après madame. Monsieur, allez-y. Monsieur, allez-y. Vous avez écrit 2 livres, est-ce que vous allez en écrire un 3e? Écoutez, j'ai eu beaucoup de bonheur à écrire un livre, et comme je vois que c'est beaucoup plus calme, on est chez soi, quand je regarde qui il faut aujourd'hui convaincre, les groupes multinationaux qui se vendent entre eux, qui deviennent nos nouveaux producteurs. J'ai entendu un producteur qui m'a dit, on va lire ce scénario, ma femme a une amie qui aime beaucoup le cinéma, on va lui passer et on vous donnera la réponse. Il dit, attendez, monsieur, qui va lire? L'ami de votre femme qui aime le cinéma. Alors là, on prend le scénario, on s'en va, il n'y a pas de... J'ai plus envie, je suis fatigué, j'ai plus envie d'aller convaincre. Alors le livre, j'ai 50 éditeurs qui le sortiraient, je vais plutôt vers ça, le livre. Mais à votre époque, on disait que les producteurs faisaient lire à leur secrétaire, qu'il n'y avait pas... Ah ben c'était déjà leur secrétaire, celle-là c'est l'amie de sa femme. La secrétaire, au moins elle tape les lettres de... Oui. Mais vous aviez un rapport plus
plus, on pensait qu'il y avait un rapport plus évident avec les producteurs. Oui. Ils savaient Oui. en gros ce que vous Vous comprenez, tourniez. quand je me bagarrais avec mon producteur, et j'ai eu des bagarres énormes, par exemple, le producteur du Clan des Siciliens, qui j'avais en face de moi, Daryl Zanuck, là je suis d'accord pour me battre, parce que tu as un pro en face de toi. Mais là, le type qui arrive et qui a acheté les 3 groupes et qui vendait du cosmétique avant, en gros, mais du cosmétique, bon. Et vous lui parlez du cinéma, alors là, la réponse, vous savez que... Oui, oui. Oui, c'est là où on devient autodestructeur, oui. Alors, monsieur, Non, je voulais simplement dire que je trouvais le rôle de Jeanne Moreau très beau dans ce film. Et je voulais savoir s'il y avait un lien entre le choix de Jeanne Moreau et de Patrick Devers, parce que ça me fait penser au film Les Valseuses de Bertrand Blier, où il y a une scène également entre Moreau et Devers qui est superbe. Et j'ai un peu retrouvé ce même ton-là. Et je trouve que Il y a une similitude? une des plus belles scènes. et tout, c'est une des plus belles scènes. La scène Laquelle? entre Moreau et Vous avez bien raison de souligner cette scène. C'est formidable, c'est une grande comédienne, vraiment. Elle n'a qu'une scène, mais cette femme qui est trompée, qui se saoule, qui donne des secrets, puis qui tout d'un coup s'aperçoit qu'elle est allée trop loin, elle retire, elle a envie de retirer ce qui nous amène chez Denner. Elle a joué cette scène en 2 jours. Il n'y a pas eu besoin de... C'est un bonheur quand on est en face d'acteurs ou d'actrices comme Moreau, où tout part au quart de tour, elle comprend tout. Quand elle se lève, elle est un peu... C'est fabuleux. Voilà. Merci d'avoir souligné cette scène. Je n'ai pensé à rien d'autre parce que la scène était comme ça. Elle est... Non, mais je voulais savoir s'il y avait un lien entre Devers et Moreau pour le choix de Jeanne Moreau, puisqu'ils avaient déjà... Oui, est-ce que vous avez pris Devers et Moreau parce qu'il y avait eu Devers et Moreau dans une scène comme ça dans les Non. Valseuses, non? Non, quand j'ai pris Devers, je l'avais pris, c'était fini, il était la vedette du film, et j'ai mis longtemps à me demander quelle est la grande actrice qui accepterait de jouer une scène. Parce que ça aussi, ça joue dans le... Madame Moreau, bon, si elle ne vous connaît pas bien, si elle n'a pas envie de vous faire plaisir, elle ne va pas venir vous jouer une scène. Et c'est presque à une semaine du tournage que j'ai osé lui téléphoner. Elle m'a dit, mais bien entendu, j'arrive. Mais il n'y a pas de... S'il y avait eu quoi que ce soit, je vous l'aurais dit aussi, hein, très fier de... Oui. Bon, on fait juste une suspension, c'est pas une clôture de débat. Merci. Voilà. Marie. En tout cas, pour ceux qui s'en vont, merci. Mais là, il y a Mais on vient. On s'en va, mais on Alors, vient. laissez bien vos affaires là. On s'arrête 5 minutes, le temps d'aller un peu prendre l'air, et on se retrouve tout de suite pour les gens sans importance. Merci.